Alors, ceci est une vidéo d'aide pour l'exercice 9 du TD7 de thermo, exercice qui a pour objectif de travailler sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire à eau pressurisée. Donc avant de commencer l'exo, je vous demande de regarder la vidéo que j'ai mise sur Moodle. Sur cette vidéo, vous allez avoir un moment un schéma qui va ressembler à ça, où on voit bien les différents circuits d'eau de la centrale nucléaire. On a un circuit primaire avec le réacteur ici, le circuit secondaire où on a réellement la production d'énergie mécanique et donc d'électricité, et le circuit tertiaire qui est en fait le circuit de refroidissement. A l'aide de ce schéma-là, on va faire un autre schéma sur lequel on va représenter les points qui sont indiqués ensuite dans l'exo. Donc du coup, le schéma, j'ai déjà commencé, mais vous allez le refaire pour bien vous en imprégner. Donc on a un circuit primaire ici avec le réacteur. Derrière, il y a un pressuriseur et l'eau, comme ça, elle est en circuit fermé au niveau du réacteur pour pas qu'il y ait de problème de contamination avec des produits radioactifs avec le reste de la centrale nucléaire. Au niveau du circuit secondaire, c'est là qu'on produit réellement l'électricité avec une turbine et c'est là où on a le générateur de vapeur. Donc l'eau, elle est liquide à cet endroit-là. Là, elle passe sous forme de vapeur. Dans la turbine, elle se détend et elle se condense un petit peu et le condenseur permet de tout recondenser bien sous forme liquide avant de repartir dans le générateur de vapeur. Le condenseur fonctionne soit avec une tour de refroidissement, on a de l'eau froide qui rentre, de l'eau chaude qui ressort, soit avec de l'eau prélevée directement dans un lac ou dans une rivière. Voilà pour ça. Alors juste une remarque, la vidéo que je vous ai donnée à regarder est fournie par EDF. Évidemment, ils sont très parti pris sur la question des centrales nucléaires. Mon objectif n'était pas de lancer un débat sur cela, hein, simplement voilà, de voir comment ça fonctionne d'un point de vue très factuel. Alors, d'abord on va regarder le circuit primaire, c'est-à-dire ce circuit-là. Les infos qu'on nous demande concernent le point 1 qui est avant le réacteur, le point 2 qui est après le réacteur et le point 3 qui est dans le pressuriseur. C'est ces trois points-là qu'on étudie dans cette première partie d'exo. Question 1, il faut représenter les points 1 et 2 sur le diagramme PSAT-T qui vous est fourni ici. Alors, on sait qu'on est à 155 bars, donc je l'ai placé, et on nous donne les deux températures, T1 et T2. Donc on a notre point 1 ici et notre point 2 là. Sous quelle phase est l'eau à ces deux points? On a une pression dans les deux cas qui est supérieure à la pression de vapeur saturante, qui est en fait sur la courbe. Ça c'est la courbe qu'on voit, c'est la pression de vapeur saturante en fonction de la température. Donc dans les deux cas, on a une pression supérieure. Si la pression est supérieure à la pression de vapeur saturante, ça veut dire qu'a priori, majoritairement, on est sous forme liquide, que ce soit le point 1 ou le point 2. Question 2, le pressuriseur contient un mélange d'eau liquide et de vapeur, donc il est forcément sur la courbe. Et on sait qu'il est aussi à 155 bars, donc il est là. Et donc on lit sa température directement sur l'axe des abscisses. En déduire la température qui règne, c'est la température que vous lirez ici. Donc là, vous avez déterminé la température. Question 3. Calculer la variation d'enthalpie massique de l'eau entre l'entrée 1 et la sortie 2 du réacteur. Et bien pour ça, vous allez utiliser la formule d'une phase condensée. Donc on est sur de l'eau liquide. Donc entre 1 et 2, on est liquide. Hein, donc c'est pour ça qu'on est sur une phase condensée. Donc delta H, c'est C delta T plus V delta P. V delta P. La pression ne varie pas, donc delta P ça fait 0. Il reste donc C delta T. Et nous, on ne nous demande pas delta grand H, hein, on nous demande delta petit h, c'est-à-dire finalement petit c fois delta T, avec la capacité thermique massique de l'eau. Vous faites attention, vous prenez bien celle qui est donnée dans l'exo, puisqu'en fait la capacité thermique massique de l'eau dépend de la température et de la pression. Donc prenez bien celle qui est dans l'exo 9. Voilà pour ça, pour cette question 3. Et à la question 4, on va vous demander de calculer le débit massique pour évacuer une certaine puissance thermique. Alors le plus simple pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser le premier principe pour un système ouvert en régime permanent, mais il vous manque plein d'infos pour le faire. Alors sinon, il suffit de vous dire que la puissance thermique, c'est en fait l'énergie thermique divisée par un certain temps. L'énergie thermique, étant donné qu'on est en isobar, est égale à delta H.
Donc c'est delta H divisé par un temps. Delta grand H, c'est la masse fois delta petit h divisé par un temps. Et donc on a m sur t ici, qui correspond à un débit massique, qu'on multiplie par un delta petit h. Donc en fait, vous avez une formule qui relie PQ, dm ce que vous cherchez, et delta petit h que vous connaissez grâce à la question d'avant. Donc là, vous devriez vous en sortir pour trouver le débit massique. Voilà pour les questions qui concernent donc le circuit primaire qui était là. Les questions qui suivent concernent la détente de la vapeur dans la turbine, donc ici, et on nous parle des points 4 et 5. Le point 4, il est juste avant la turbine, c'est à l'admission dans la turbine, et le point 5, c'est à la sortie de la turbine. Donc voilà les points dont on nous parle dans l'exo. Alors, question 5, il faut placer les points 4 et 5 sur le diagramme anthropique, c'est-à-dire sur ce diagramme-là. Alors, on sait que la pression au point 4 est de 50 bars. Il faut qu'on trouve la pression de 50 bars sur notre diagramme. 50 bars, c'est ici. Donc le point 4, il est quelque part là-dessus. Sur cette pression-là. Ça, c'est la courbe 50 bars. On sait que c'est 50 bars et que c'est de la vapeur saturante. Donc obligatoirement, on est sur la courbe de saturation. Donc ça, c'est notre point 4. Pour le point 5, on sait qu'on est à 10 bars. Donc on cherche le 10 bars. 10 bars, c'est là. Donc on est quelque part sur cette courbe-là. On nous donne pas d'informations si on est saturant ou pas saturant. Tout ce qu'on sait, c'est que la détente est isentropique et que l'entropie, c'est l'axe des abscisses. Donc il va falloir qu'on se place sur la même abscisse que le point 4. Donc on trace un trait vertical depuis le point 4 pour tomber au point 5. Le point 5, il est ici. Une fois qu'on a placé les points 4 et 5, il faut qu'on en déduise les températures T4 et T5. La température, c'est l'axe des ordonnées, c'est la même chose des deux côtés du graphique. C'est ce qu'on a ici. Donc vous prenez directement votre règle et vous tracez un trait horizontal jusqu'à lire la température à ce niveau-là. Donc vous avez vos températures T4 et T5. Dans quel état se trouve l'eau à la sortie de la turbine? Vous voyez qu'au point 5, on est sous la courbe de saturation. Vous en déduisez l'état de l'eau à ce niveau-là. La question 7 est un peu plus complexe. Il faut qu'on trouve la température T4', jusque laquelle il faudra surchauffer la vapeur, tout en restant à la pression P4, pour que après la détente isentropique, cette vapeur soit saturante. Il faut qu'on fasse le raisonnement inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que il nous faut maintenant un point 5', qui soit saturant, donc ici. Ça, c'est notre point 5', à la même pression qu'avant, mais saturant. Et il faut qu'on fasse la détente isentropique pour trouver le point 4' d'où on vient. Donc on fait le travail à l'envers. Et le point 4', il doit être... Mon truc n'est pas très droit. Vous essayez de faire un truc droit, vous. Tac. Le 4', il est à la même pression que le point 4. Et donc on en déduit où est 5' et où est 4'. À partir du point 4', vous déterminez du coup la température. On est un peu en dessous de 400 degrés, quoi, disons. Question 8, il va falloir utiliser la loi de Laplace pour calculer à nouveau T4'. Vous pourrez comparer avec ce que vous aurez trouvé à la question 7. Et quand on vous dit conclure sur la pertinence du modèle, bah du coup, est-ce que le modèle du gaz parfait utilisé dans la loi de Laplace correspond avec l'expérience, enfin la vraie mesure que vous aurez trouvée à la question 7? Est-ce que les deux valeurs sont bien les mêmes? Voilà, je vous souhaite bon courage.